Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour Christophe Bordet. Rentrée mouvementée pour le gouvernement ce matin. La jacquerie paysanne se poursuit. Alors, certes, on n'est pas en 1358 et l'on n'est pas encore au même niveau de révolte paysanne qu'à l'époque, mais quand même, nouvelle manif dans la Manche, opération coup de poing ce matin. Dans le même temps, croissance nulle, chômage qui ne baisse pas et un ministre du Travail, François Rebsamen, qui présente sa démission ce matin et retourne dans sa bonne ville de Dijon. Olivier d'Artigol, pour vous, Rebsamen restera plutôt le ministre du Travail ou celui du chômage ? Les chiffres montrent que ce sera le ministre du chômage, comme le début du quinquennat d'ailleurs. C'est tragique, c'est piteux de voir le ministre du Travail démissionnaire aujourd'hui, alors que notre pays compte plus de 3,5 millions de chômeurs en catégorie A. C'est pas le top, alors que le chômage est présenté comme le dossier prioritaire. Et puis sur les crises agricoles, bien évidemment, aucune réponse structurelle n'a été apportée, notamment sur les raquettes. On va en parler des grandes surfaces. Donc en effet, c'est une rentrée politique difficile pour le gouvernement et qui en plus répond par une phrase: on ne change pas de changement de cap. Ils nous disent donc qu'on ne change pas une politique qui échoue. Olivier d'Artigol, le remplacement de François Rebsamen ressemble à un véritable casse-tête en réalité. D'abord parce que le poste ne fait pas rêver au vu des résultats. Plus de 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Ensuite, il faut remplir un certain nombre de conditions. Alors, je me suis un petit peu renseigné auprès des collaborateurs de l'Élysée, etc., pour savoir un petit peu quelles étaient ces conditions. Alors, par exemple, il y a avoir une solide expérience politique. Ensuite, il y a une bonne capacité à communiquer. Alors, c'est vrai que c'était pas vraiment le fort de Rebsamen. Et puis surtout, il faut dire oui amen, en fait, à François Hollande, être loyal en vue de la présidentielle de 2017. Le profil est donc clair, c'est pas le vôtre. Vous ne pourriez pas être ministre du Travail de François Hollande. Il manque en haut de cette fiche de poste un changement de politique. Le pacte de responsabilité n'a rien produit. Le chômage, mois après mois, atteint des chiffres records. La précarisation du monde du travail avec. Donc il faut un changement de politique, notamment une relance de notre économie qui est en cale sèche par une politique offensive en termes d'emploi, de salaire, de pouvoir d'achat, de relance de l'investissement public qui va très mal avec la baisse des dotations des collectivités territoriales, mais aussi de l'investissement privé. Moi, je rencontre beaucoup dans mes déplacements en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, des chefs d'entreprise de PME, PMI, mais qui me disent: mais monsieur Artigol, on n'a pas touché du CICE, par exemple. Nous, on demande maintenant une transparence, une commission d'enquête pour savoir comment a été utilisé ce CICE, ces milliards d'euros. Vous demandez une commission d'enquête ce matin. Changement de politique. Vous demandez une commission d'enquête sur le CICE ce matin. Oui, parce que là, il y a quelque chose de très grave, puisque le prochain budget de la nation, qui sera le dernier budget en année pleine, prévoit de nouveau avant la présidentielle, des baisses de cotisations et de nouveau des milliards d'euros pour le CICE. Or, on se rend compte qu'en 2013-2014, cet argent public qui est allé vers l'entreprise ne se traduit pas par de la création d'emplois, de la relance de l'investissement à l'échelle de nos territoires. Donc, où est passé le magot ? Comment a-t-il été utilisé? Et moi, je vais même plus loin. Il faudra voir les conclusions de cette commission d'enquête et demander le remboursement de ces aides publiques si elles sont allées vers les dividendes, les actionnaires, l'économie de casino. C'est aussi simple que ça. Alors, vous dites, en tout cas, une chose qui semble certaine, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise que vous rencontrez dans la grande région Aquitaine, Poitou-Charentes, que vous convoitez là, beaucoup de chefs d'entreprise disent: on n'a pas touché ce CICE, on n'en a jamais vu la couleur. Non, mais ça commence par les agriculteurs, les producteurs et toute la filière agricole. Voilà, il faudrait aujourd'hui des réponses structurelles. Mais je vois aussi nous ne sommes pas anti-entreprise. Nous luttons contre les agissements du patronat. Quand je vois le CAC 40 repartir à la hausse avec des dividendes sur le premier semestre très importants, et dans le même temps, les PME, PMI qui tirent la langue, qui n'y arrivent pas, on voit bien qu'il y a un problème d'affectation de ces aides publiques. Puis il y a aussi la question du carnet de commandes. Il faudra bien poser un jour dans notre pays la question du pouvoir d'achat.
Regardez ce qui s'est passé ces vacances. Beaucoup de Français n'ont pas pu de nouveau partir en vacances et ceux qui ont pu le faire se sont octroyés quelques jours, le font mais avec de grandes difficultés. Donc il faut tout revoir. Pour revenir au remplacement de François Rebsamen, qui est l'actualité de ce premier Conseil des ministres de la rentrée, parmi les noms avancés, Jean-Marc Germain, ex-collaborateur de Martine Aubry, la gauche de la gauche, ce serait, à votre avis, un bon choix, Olivier d'Artigol, si c'était Jean-Marc Germain? Sans changement de politique sur le plan macroéconomique, sans un moratoire sur le pacte de responsabilité, une réflexion de fond sur le CICE et une grande réforme fiscale permettant une nouvelle répartition des richesses produites, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Et tous les noms que vous me donnez, c'est Dupont et Dupont. C'est pour la même politique. Donc ça. Non mais Jean-Marc Germain, c'est la gauche très critique à l'égard de la politique du gouvernement. Je vous rappelle quand même qu'il n'a pas voté la loi Macron en ce qui concerne l'ouverture des magasins le dimanche. Donc c'est quand même un frondeur, Jean-Marc Germain, quoi. Oui, mais Christophe Bordet, j'attire votre attention là-dessus. On n'a pas besoin d'un... ce qu'on veut, c'est un changement de politique. Si il y a, j'ai envie de dire, un recrutement à gauche de la gauche pour ce portefeuille, sans changement de politique, sans réorientation radicale des choix de ce gouvernement, ça ne produira donc aucun effet. Ce qu'on veut, c'est pas du casting, c'est du changement. Dites-moi, encore deux autres noms qui circulent quand même et j'aimerais avoir votre avis. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui est embourbé en ce moment dans la crise agricole. Ça vous fait rire? Oh non, c'est tragique parce que ce serait une exfiltration du ministère de l'Agriculture par la petite porte pour aller sur un ministère où il y a besoin de courage politique et de rupture avec les logiques dominantes. Donc, mais encore une fois, Christophe Bordet, je vois bien ce que vous voulez essayer de me faire. Non, moi j'essaie de comprendre quel est votre sentiment par rapport au casting qui est avancé. Où se niche aujourd'hui la crise de la politique? Vous ne trouvez aucune trace du pacte de responsabilité, des 50 milliards d'euros de saignés dans la dépense publique, dans les engagements dans le programme présidentiel du candidat Hollande. La politique qui est menée n'est pas celle qui avait été annoncée. Et en plus, elle échoue. À la limite, elle obtiendrait des résultats, on pourrait en discuter, mais elle est un échec tragique, on a commencé l'émission là-dessus. Il faut donc ne pas continuer à aller au gouffre, dans le mur. Il faut de vraies solutions. Et concernant les parlementaires de gauche, on va faire une belle opération vente solidaire de fruits et légumes demain à la Bastille. Par exemple, on met sur la table une proposition de loi permettant l'encadrement des marges de la grande distribution. C'est possible. Vous savez, la politique, comme dans la vie, il faut le vouloir, le décider et agir pour. Et ça, on va, nous, sur la rentrée, que ce soit sur les régionales ou sur les grandes questions politiques de la période, agir dans cette direction. Allez, un dernier nom quand même pour remplacer Rebsamen, parce que là, je sens que vous allez... Non, mais vous allez bondir, je le sais que vous allez bondir. Olivier d'Artigol, le bruit court, c'est une hypothèse bien sûr, mais le bruit court que Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, pourrait récupérer l'emploi. Oh, mais là, la coupe serait pleine, voilà... ce jeune banquier qui repartira dans le privé, faire des millions d'euros et qui aura une ligne à son CV pour le coup supplémentaire. Je pense qu'on se retournera sur ce quinquennat. L'image de Macron aura été le symbole de la trahison. Parce que la manière dont il se comporte ne rentre vraiment pas dans le panthéon de gauche, c'est même y compris un adversaire de classe, Emmanuel Macron. Et vous savez, le gouvernement veut nous dire, et il a raison, que la conférence climat c'est quelque chose d'important, mais Macron, ça reste pour moi aussi celui qui est en train de flinguer les trains du quotidien pour les remplacer par des compagnies de bus privés. Donc si c'est ce nom qui sort du chapeau, ça voudra dire donc que le pronostic vital est décidément plus qu'engagé. Tiens, Olivier d'Artigol, puisque l'on parle de la loi Macron, à peine promulguée, le gouvernement veut agir vite. Un décret pourrait entrer en vigueur là, dès la rentrée à Paris, autorisant l'ouverture des magasins le dimanche et jusqu'à minuit dans les zones touristiques, une douzaine au total. Cet empressement, vous le condamnez ? La loi Macron, qui était présentée comme une loi très importante de la seconde partie du quinquennat, est votée avec le 49-3, donc en passant par-dessus le Parlement, il n'y avait pas de majorité, et c'est toujours cette offensive libérale, vous savez, les gens, ils pourront pas... Et maintenant, c'est un décret pour accélérer les choses.
Oui, mais c'est chaque fois qu'il y a une poussée d'austérité, de mesures régressives, elle s'accompagne d'un abandon de la démocratie. Donc l'ouverture des magasins le dimanche et jusqu'à minuit à Paris, par exemple, dans un certain nombre de zones touristiques internationales, c'est une régression. Oui, bien sûr, parce que c'est un processus qui va, on en a beaucoup parlé, y compris sur vos antennes, qui va contre un acquis, qui est le repos dominical. Et vous savez, il y a des arguments de bon sens. Les gens qui n'ont pas 10 € le vendredi, ils ne l'auront pas le dimanche. Et il y a aussi énormément de salariés des grands commerces qui ont des salaires extrêmement bas, des temps partiels imposés. Ça touche notamment justement, là, c'est l'occasion d'augmenter son salaire. C'est l'occasion d'augmenter son salaire. Donc, mais la réponse de bon sens, Christophe Bordet. Non mais attendez, la réponse des syndicats du secteur ce matin, c'est de dire quoi? C'est de dire, on va manifester début septembre pour dire non. Bon, eh bien moi je me demande si les Français, et notamment dans ce secteur, ont envie de travailler, pardon. Donc je terminais, mais bien sûr, mais les salariés des grands magasins demandent à être payés de manière convenable pour pouvoir en famille se reposer les dimanches. Est-ce que ça peut être un beau projet de société? Est-ce qu'un salarié a la possibilité de s'arrêter un jour par semaine, ne pas être payé à la fronde tous les jours? On nous dit ils auront la liberté. Vous voyez, vous, un salarié des Galeries Lafayette arriver à son patron en disant « mais non, dimanche je viens pas ». Mais vous connaissez le rapport de force dans ces magasins, la manière dont les salariés sont traités, combien c'est dur pour eux d'aller vers une action revendicative. Donc il faut l'augmentation des salaires, arrêter avec la précarisation. Est-ce qu'un touriste qui vient à Paris et qui passe par exemple 48 heures a le droit de se dire je vais pouvoir faire un peu de shopping à 23 heures ou bien alors le dimanche? Est-ce qu'il a le droit? J'attire votre attention qu'il peut faire déjà un peu de shopping jusqu'à 22 heures. Et puis moi je ne suis pas pour le consumérisme à tout craint. Il y a à partir du début de soirée d'autres choses à faire sur le plan culturel, sur le vivre ensemble. On n'a qu'à ouvrir les musées, tiens. On n'a qu'à faire des initiatives qui permettent un peu de faire reculer la société marchande pour avoir un peu de rêve, d'imaginaire, de culture. Ça aussi, ça serait possible. Olivier d'Artigol, la crise du porc. Le porc se vend désormais à 1,38 € alors que le gouvernement avait demandé 1,40 €. Les industriels refusent. Est-ce que ça prouve pas tout simplement que ce n'est pas au gouvernement de fixer les prix? Ça prouve surtout que le système est à bout de souffle, puisque si l'Allemagne est aussi compétitive comme on nous le dit, c'est surtout avec l'appel d'une main-d'œuvre de travailleurs détachés, avec du dumping social, avec des normes environnementales qui sont du tout respectées. Mais d'accord, mais est-ce que c'est au gouvernement de dire il faut que ce soit 1,40 €, c'est comme ça et c'est pas autrement? Au final, on va dans le mur. Je pense que le gouvernement doit se battre au niveau européen, ce qu'il ne fait pas simplement dans des moments où la crise est aiguë, pour un changement complet de la manière dont tout ça est organisé. Vous savez, nous sommes sur des conséquences de politiques qui ont été votées. C'est-à-dire c'est la libre concurrence, la concurrence est libre et pour le coup faussée. Donc il faut revenir sur nous, on fait des propositions concernant l'agriculture paysanne, concernant les circuits courts. Moi je vais proposer à l'échelle de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes que la commande publique pour la restauration collective, par exemple dans les lycées, puisse être appuyée sur des circuits courts, des réseaux locaux, que ce soit en termes avec les éleveurs, mais aussi tous ceux qui transforment. Il y a des solutions territoriales possibles, mais il faut que l'État, que le gouvernement ait le courage de rupture concernant la politique agricole commune qui a mis notre élevage dans cette situation. Sans parler du TAFTA, parce qu'on n'en parle pas, mais tout ce qui est travaillé. Donc ça c'est la négociation, entre l'Europe et les États-Unis. Oui, c'est la négociation entre l'Europe et les États-Unis. Olivier d'Artigol. Dernière chose, parce que le temps passe vite. La rentrée du gouvernement et la rentrée à gauche. Vous, le porte-parole du Parti communiste, vous allez en cette fin de semaine aux universités d'été des Verts dans le Nord. Alors les Verts, avec vous et Mélenchon, c'est votre souhait plutôt qu'avec le gouvernement ? Mais on discute, les Verts sur Europe Écologie Les Verts est sorti du gouvernement. Moi je vais traditionnellement chaque fois aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts parce qu'on a des débats qui sont intéressants. On essaye de construire à l'échelle des grandes régions des
des sujets communs de bataille. Ça se traduira ou pas par des rassemblements dès le premier tour, mais en tout cas, il faudra... Est-ce qu'il faut que ça se traduise là pour les régionales, clairement? Ça, il faut en tout cas, vous savez, moi je pense qu'il faut que ça se traduise en termes de grandes batailles publiques déjà, sur des grands sujets sur lesquels nous pouvons les porter ensemble. C'est vrai sur la transition, par exemple, écologique, concernant les enjeux climatiques. 20 secondes. 20 secondes. Oui, donc il faut travailler ensemble, essayer de trouver des traductions. Si ça ne se fait pas au premier tour, ça se fera à coup sûr au second tour. Mais il faut surtout permettre aux citoyens de porter avec nous ces alternatives à la politique gouvernementale. Merci beaucoup Olivier d'Artigol d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.